gens de Porrentruy, d'Ajoie, du Jura et d'ailleurs, écoutez, oyez l'histoire de votre château, entendez l'histoire de vos châteaux. Hé! Vous entendez ce bruit? Ce sont les moines de Luxeuil, les disciples de l'Irlandais Colomban qui, installés au moutier de Grandval sous l'autorité de Germain de Trèves, défrichent à l'est, à proximité de la Laigne. Ah bon? Et dans quel but? Dans le but d'établir une colonie. Ils y construisent déjà une chapelle dédiée à leur saint abbé Germain. Mais que fait-on sur la colline interdite? La colline à banc? Le Bannet? Les prémontrés de Bellelay, disciples de Saint-Norbert, ont décidé d'essarter le haut de la colline. Et pourquoi? Dans le but d'y établir une colonie voisine de celle de leurs frères de Moutier. À fouiller le sol, là-haut, les moines ont découvert de l'eau à peu de profondeur. Ainsi ont-ils creusé des puits et sont-ils en train de construire une église à Saint-Pierre. Déjà sonnent les cloches. Mais dites-moi, qui autorise ces défricheurs à occuper le pays? Ce sont les propriétaires du lieu, les seigneurs de Ferrette qui, heureusement, vivent en harmonie avec nos hommes de Dieu et les combles de leur largesse. Le bon comte Louis de Ferrette ne vient-il pas d'accorder aux chanoines de Bellelay une maison à condition que ceux-ci construisent une chapelle sur la colline sud? Et tous ces événements, à quelle époque se sont-ils déroulés? Aux environs de l'an 1000. Bientôt, ces colonies se rassemblent pour former une bourgade. Ainsi naît Porrentruy. Et le château dans tout ça? Jusqu'au milieu du XIIIe siècle, il appartient à la maison de Ferrette et, plus spécialement, à Thierry, comte de Montbéliard. C'est à lui que l'évêque de Bâle,
Henri III de Neuchâtel-sur-le-Lac, achète la seigneurie de Ferrette, c'est-à-dire le château et ses dépendances, le 27 novembre 1271. À partir de ce moment-là, des querelles sans fin opposent l'évêque de Bâle et les comtes de Montbéliard. Ainsi, en 1283, Renaud de Bourgogne occupe pour la énième fois le pays de Porrentruy. Cependant, sous la pression de Rodolphe de Habsbourg, empereur, le turbulent Montbéliardais déclara remettre à l'évêque de Bâle à perpétuité le château de Porrentruy, tous ses droits et dépendances, les avocatilles d'Ajoie avec leur territoire, appartenance et droits y annexés. C'était il y a 700 ans, le 17 avril 1283. Après qu'eut brûlé le château de bois, Henri III de Neuchâtel et Henri d'Isny commencèrent à faire ériger un château de pierre. Je suis la tour Réfous, et j'ai tout vu. Sachez donc, manants, bourgeois et gentes dames, que je suis la plus âgée ici, sur mon tertre rocheux. Cette forteresse, plus petite que le château actuel, était formée d'un donjon, moi-même, entouré de la maison de Lydin. La place forte était protégée par un mur d'enceinte. D'où vient ce bruit? C'est la porte que l'on ouvre, la herse qu'on élève, et le pont-levis que l'on abaisse sur un fossé sec. Mais où? Quand? Comment? Oh dis, raconte-moi encore. La défense ouest était assurée par un fossé. Plus tard, on s'inspira du grand architecte militaire Vauban, ingénieur et maréchal de Louis XIV, et l'on construisit encore des murs, des escarpes et des contre-escarpes au-delà du fossé, vers l'ouest. Ainsi fallait-il, au XVIIe siècle, franchir 4 portes pour arriver jusqu'au centre de la cour. La porte qui reste étant la 3e. Et moi, je suis le puits. Sans puits, pas d'eau. Et sans eau, pas de château. Ainsi, depuis plus de 1000 ans, j'alimente en eau les hôtes de ce lieu. Ha ha! Et où prends-tu ton eau, mon cher puits?
c'est l'eau de la nappe phréatique qui se trouve sous le faubourg de France. Ah, combien de seaux d'eau ai-je donné lors des incendies du château. Et brûle le château de pierre une première fois. Vive Janssen de Munzingen! Hurrah! Vive Janssen de Munzingen! Mes bons amis, avant toute chose, reconstruisons le château et faisons de notre seigneuriale demeure une des meilleures de l'église de Bâle. Ce qui fut dit fut fait. Le château fut reconstruit à mes pieds. Alors, Et maintenant, Seigneur, nous abandonnerez-vous pour Bâle comme tous vos prédécesseurs? Mais non, mes amis, je viendrai souvent en votre bonne ville de Porrentruy, mais je séjournerai aussi en mes résidences de Saint-Ursanne et de Delémont. Seigneur Imier de Ramstein, la tour d'angle, à l'est du château, elle s'écroule. Je sais. Cependant, je n'ai point d'argent pour l'étayer. J'ai vendu le château à Réméré, au comte Étienne de Montbéliard. Hé, la tour, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire, à Réméré? ces enfants ne savent rien. Vendre à Réméré signifie vendre avec un droit de rachat par le vendeur, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement de certains accessoires. Alors c'est formidable! Le prince-évêque a pu racheter son château. Pas le vendeur, non, mais un de ses successeurs, et 80 ans plus tard, en 1461. Le chroniqueur, Nicolas Guérung, si tu te donnes la peine de le lire, assure que le prince Jean de Wenningen n'eut pas plutôt racheté le château à Ebrard le Barbu qu'il entreprit la restauration avec tant de magnificence qu'un pape ou un empereur en aurait pu faire son palais. Ainsi construisit-il en 1478 une chapelle à proximité du puits.
une nouvelle histoire. Il convient de rappeler que le prince Imier de Ramstein a abandonné aux Bâlois les nombreux droits que lui-même possédait sur leur ville. Bâle, alors, quitte l'évêché. Ses habitants se convertissent au protestantisme. Que peut faire le prince? Il quitte la ville des bords du Rhin et vient s'installer définitivement à Porrentruy en 1528. Nous voici arrivés en 1590. Jacques-Christophe Blarer de Wartensee règne depuis 15 ans sur le pays. Il se sent à l'étroit dans sa forteresse médiévale. Il décide donc d'agrandir son palais avec la résidence et la chancellerie. Je suis la résidence. Permettez que je me présente à vous. Mon rez-de-chaussée comprend la cuisine et les salles à manger. Mon premier étage est réservé aux appartements princiers. La salle du trône et les salles de réception occupent mon deuxième étage. Ma façade est Renaissance. Les linteaux de mes fenêtres gothiques portent des sujets ornementaux d'inspiration Renaissance, tels les basiliques. Et le délicat petit Bacchus sur son tonneau. Les coquilles fleurées sont de style Régence. La porte ouest est celle qui conduit à la Viorbe, ou escalier en colimaçon. Ma Viorbe dessert seule les 2 étages. La tour de liaison, aux étranges fenêtres curieusement disposées, me relie, moi, résidence, à la chancellerie. C'est moi, la chancellerie. C'est dans mon sous-sol que se trouvait la prison des 7 pucelles, là où furent incarcérés les commis d'Ajoie. Ah, je les entends encore se plaindre dans mes entrailles. Pierre Péquignat, vous êtes assigné à comparoir par devant nous. Pierre Péquignat, sortez! Le paysan de Courtenay, le paysan de Courtenay. Et vive au terreau du Léroy, il va raconter son histoire. Le matin que les le matin que les petits gars, il va les ailes jaunes. Le matin que les petits gars, il va les ailes jaunes. Et Jonadon que Musono, et Jonadon que Musono. Tout envoyant du Limoko, tout envoyant du Limoko. Petit, il y a de dignes mémoires, de sang
voir. Que le matin tu es les peuples, que le matin tu es les petits miens, tu veux les ailes jaunes. Que le matin tu es les peuples, que le matin tu es les petits miens, tu veux les ailes jaunes. Ils vont direct au temps moyen, ils vont direct au temps moyen. Que ce n'était anti-paysan, que ce n'était anti-paysan. C'était au point de l'éthique, les sociétés patriotiques. Que le matin tu es les peuples, que le matin tu es les petits miens, tu veux les ailes jaunes. Que le matin tu es les peuples, que le matin tu es les petits miens, tu veux les ailes jaunes. Walliquement qu'elles n'ont pas perdu, walliquement qu'elles n'ont pas perdu. Faudrait qu'il en ait pas là-dessus, faudrait qu'il en ait pas là-dessus. C'est le seul l'auteur à la victoire, mon père, il vient nous faire un voir. Que le matin tu es les peuples, que le matin tu es les petits miens, tu veux les ailes jaunes. Que le matin tu es les peuples, que le matin tu es les petits miens, tu veux les ailes jaunes. J'ai abrité un curieux personnage. Il était compositeur, musicien de la cour et secrétaire de l'officialité. Il s'appelait Antoine Léonce Kuhn. Écoutez ce que nous en dit son fils Joseph dans ses mémoires. L'après-dîner d'un beau jour, je vis arriver dans cette salle beaucoup de dames et de messieurs qui avaient bien bonne façon. Ils se groupèrent autour d'un piano carré placé au milieu et devant lequel était mon père. La salle et l'allée étaient remplies de monde. Mais dis donc, derrière la chancellerie, en dehors de la cour, il y a encore une grosse tour. Celle-là, c'est la tour du coq, à cause des armes des Blarères peintes sur son énorme ventre. Allez, raconte encore. Cette grosse tour cylindrique a le même âge que la résidence et la chancellerie. Elle est donc plus jeune que moi. Elle a été construite sur l'emplacement d'une ancienne tour à base carrée, forteresse avancée vers l'est. Regarde, les moellons de la base sont différents de ceux qui font la tour. Et à quoi servait cette tour? J'ai connu des emplois multiples. Depuis 1756, j'ai servi de locaux d'archives. C'est la raison pour laquelle on a remplacé mes œils de bœuf par des fenêtres.
697. Les communs du château brûlent. Le feu a pris dans la remise des voitures de la cour, à côté de la tour du trésor. Ah mon Dieu, 150 chars de poing y étaient entreposés. Son Altesse, le prince-évêque, Guillaume Jacques de Baldenstein. Voulez-vous me montrer les plans, s'il vous plaît? Les voici, Votre Altesse. J'ai prévu de reconstruire les granges en dehors du château, au nord. Pour gagner ensuite du terrain sur la pente de la colline, au sud, du côté de la ville, je vous propose d'élever un mur de soutènement. Un mur? Mais de quelle hauteur? 14 mètres, Votre Altesse. Nous gagnerions ainsi la place pour construire un joli pavillon. Alors, allons-y, mon ami. S'éleva le pavillon de style Régence, au sud de la cour, entre la chancellerie et la tour du trésor. La tour du trésor? Pourquoi? Il y avait un trésor? Mais non, je m'appelle ainsi parce que le prince avait le droit de frapper monnaie et que je jouxtais l'hôtel de la monnaie où l'on frappait des livres qui valaient 20 sols. Chaque sol valait 12 deniers. Malheureusement, le bâtiment de la monnaie a aujourd'hui disparu. Celui de l'ancien corps de garde aussi. À leur place se situe la terrasse qui donne vue sur la ville. Et toi, tu n'as pas souffert de l'incendie? Si, bien sûr. J'étais alors plus haute et coiffée d'un toit pyramidal. Sous l'effet de la chaleur, je me suis écroulée. Notre prince, hélas, ne m'a pas fait relever. Tronqué, il m'a simplement coiffé d'un toit en oignon. Et ce dernier bâtiment, là, au fond, qui ferme la cour à l'ouest? Ça, c'est la porterie. Elle a abrité autrefois le corps de garde et la domesticité. Regarde, ces fenêtres richement ornées et pourvues d'encadrements gothiques. C'est là
que fut primitivement installée l'école d'horlogerie qui est descendue plus tard en ville. Qu'elle est grosse. Elle est énorme. Elle ne peut plus marcher seule. Non, 2 femmes la soutiennent pour l'avancer. Et il faut 4 hommes pour porter sa chaise. Pourtant, on dit qu'elle tire merveilleusement bien. Que vient-elle faire en notre château? C'est la princesse Christine de Saxe, tante de Louis XVI, roi de France. Elle est abbesse de Remiremont, dans les Vosges. Et notre prince Frédéric de Wangen la connaît bien. C'est pourquoi il l'invite de temps à autre en sa demeure princière de Porrentruy. Il la loge dans le nouveau pavillon construit au sud de la cour, bâtiment auquel Libre Entretien donne déjà le nom de pavillon de la princesse Christine. Ses archives. Ah, pas seulement les archives, mais aussi ses linges et ses effets, ses vases, ses meubles précieux. Les nobles, les conseillers et plusieurs particuliers de la ville font de même. Les troupes françaises campent sur nos frontières. C'est la Révolution française. Ces troupes sont à nos portes. Dansons le carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons le carmagnole, vive le son des canons. Moi, Joseph de Rockenbach, prince et évêque de Bâle, à Porrentruy, déclare: j'établis le conseiller Aulic Chaubin, gouverneur du château. Je lui donne pour économe le sieur Joseph Lost, secrétaire de la Chambre des Finances. Ce vendredi 27 avril 1792, l'arrière-garde des Autrichiens est partie avec le prince et les gens de sa cour, ses domestiques et son trésor, à 11h30 de la nuit. Mais avant ce départ, des sapeurs autrichiens, avec les charpentiers de la cour, ont abattu des arbres en travers de la route de Courchavon, hors du Petit Failly. La ville et le château sont abandonnés. Moi, aide-de-camp du général de Custine, commandant les troupes françaises, ainsi que l'officier qui m'accompagne, demandons à parler au prince. Le prince est parti il y a 2 jours. C'est bien dommage. Ah? Et pourquoi donc? Le général Custine me demandait d'assurer le prince qu'il était entré dans ces terres en vertu du traité 1780, non comme ennemi,
mais en qualité d'amis et d'alliés. Ces deux envoyés ont témoigné une grande surprise de ne pas trouver le prince, et, après avoir accepté un petit déjeuner au château, ils en sont repartis à 7 heures du matin avec le conseiller Jobin, qui les a accompagnés jusqu'à Réchésy, dans le dessein de parler au général Custine. Ainsi finit l'histoire quasi millénaire du château princier et épiscopal de Porrentruy. Le château est-il en train de s'écrouler? Que non pas, mais les occupants français viennent de démolir la maison de Lydda. Nous sommes en 1804, et depuis ce temps-là, ma silhouette n'a plus changé. Alors, la belle histoire est finie? Mais, dis-moi, que devient le château après? Eh bien, vois-tu mon enfant, et vous aussi, amis spectateurs, pendant bien des années, la résidence servit de maison aux orphelins du district. Puis, en 1867, on installa dans mes locaux l'école d'agriculture du Jura, avant qu'elle ne déménage à Courtemelon. En 1936, la Confédération me transforma en caserne. Eh oui, pour les gardes-fortifications. Puis, je devins préfecture du district de Porrentruy. Bien modeste fin pour un château dont les hôtes avaient entretenu des relations politiques avec toute l'Europe et avec la papauté. Mais ne nous affligeons point. Au contraire, rappelons que la fin des préfets coïncide avec la naissance de l'État jurassien. Et la République et canton du Jura n'a pas dédaigné le château, n'est-ce pas, Madame la Résidence? Que non point, mon cher. J'entretiens aujourd'hui, en mon sein, le siège de la haute justice cantonale. Et ma voisine
La chancellerie? Moi, chancellerie, j'héberge de temps à autre quelques coquins. Et moi, si vous permettez un mot, mesdames, moi, pavillon de la princesse Christine, je protège de ma haute noblesse le juge d'instruction cantonal. Eh bien, que voulez-vous de mieux? N'est-ce pas là un beau destin? N'est-ce pas là une belle histoire? C'est vrai, mais toutes les histoires ont une fin. Celle de notre château n'échappe pas à cette fatalité. Nous avons ouvert le livre des grandes heures. Il nous faut maintenant le refermer. Souhaitons, pour clore, que d'autres le rouvrent un jour, plus tard.